Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. C'est au 11 bis rue de Vézelay à Paris que nous avons rendez-vous dans un hôtel particulier voué à la musique de Gustave Mahler, entre autres. Ce lieu est une bibliothèque musicale et un lieu de recherche, mais aussi un lieu de concert et de convivialité. Il réouvre ses portes au public après 2 ans de travaux. Bienvenue à la bibliothèque musicale La Grange Fleuret, anciennement bibliothèque musicale Mahler. Marine Saunier, bonjour. Nous voici invités par vous à découvrir et parcourir ce lieu magnifique qu'est la bibliothèque musicale La Grange Fleuret, anciennement médiathèque musicale Mahler. Ce lieu vient d'être rénové d'une façon tout à fait extraordinaire. Avant d'évoquer les 2 personnages qui sont l'âme de ce lieu, avant d'évoquer aussi la rénovation qui vient de se terminer, prenons le temps de parler de l'immeuble. C'est un immeuble construit à quelle époque et qui est sans doute typique d'une certaine architecture à Paris? Absolument. Alors c'est un hôtel particulier qui a été construit en 1887 par le vicomte de Dampmartin. Nous sommes dans le quartier du Parc Monceau. Nous étions sous la Troisième République au moment de l'expansion de ce quartier, de la création pratiquement de ce quartier. Et donc c'est un hôtel particulier, si je peux m'exprimer ainsi, presque de parvenus. Oui. C'est de la nouvelle bourgeoisie parisienne. La nouvelle bourgeoisie parisienne de cette qui deuxième doit montrer moitié, sa richesse. Qui doit montrer sa richesse de cette deuxième partie du 19e siècle. Nous avons une vaste allée cochère, une grande porte cochère, des ornementations aussi sur le bâtiment. Un hall d'entrée vaste, un escalier immense, presque majestueux, presque démesuré par rapport à la taille du bâtiment, et des espaces de réception tout à fait impressionnants. Plein de miroirs, plein de décors, d'ornementation, de vitrines. Nous avons aussi des volets qui sont en miroir également. C'est un lieu qui est fait qui a été construit, je pense, pour montrer sa richesse, pour en mettre plein la vue, pour recevoir. Pour faire la fête. Pour faire la fête. Et cet hôtel particulier a été acheté par Henri-Louis de Lagrange, musicologue, spécialiste inégalé, peut-être, de Gustave Mahler. Il a acheté cet hôtel particulier pour y vivre. On va parler tout à l'heure des pièces qui étaient son lieu de vie, mais aussi et surtout pour y abriter ses incroyables collections de documents. On parlait des 2 personnages qui ont vécu pour faire vivre et faire grandir cette bibliothèque. Henri-Louis de Lagrange, premier personnage, et puis le deuxième, Maurice Fleuret. Je crois qu'il est indispensable d'évoquer justement ces collections avec peut-être d'abord quelques chiffres. Donc aujourd'hui, maintenant, après ce travail qui a été un peu le travail de leur vie aussi, annexe, mais qui était leur travail aussi de constituer ces collections et de les enrichir, ils ont aussi accueilli d'autres fonds d'archives. Donc pour parler chiffres, aujourd'hui, avec le lieu restauré, nous accueillons nous conservons 40 fonds d'archives, ce qui fait 20 000 livres sur la musique, 19 000 partitions musicales, dont 3 000 qui appartenaient à Alfred Cortot, 34 000 disques et vinyles, documents phonographiques, sonores, 20 000 dossiers documentaires et 700 manuscrits. Le tout sur 1400 mètres linéaires de rangement, répartis sur 3 étages, et notamment le sous-sol qui est complètement aménagé avec des compactus. Et je crois que ces 1400 mètres de linéaire, une fois que la rénovation de l'immeuble a été faite, il a fallu plusieurs semaines pour les faire revenir à la maison. Il a fallu 15 jours de rotation, absolument, de rotation de camions pour les faire revenir, et surtout les faire revenir dans le bon ordre, pour qu'ils restent rangés, puisque c'est un travail d'archives assez monumental. Oui. Et sont conservés aussi ici des objets extraordinaires, des collections tout à fait exceptionnelles. Oui, alors nous avons des manuscrits, donc comme je disais plus de 700, et également des collections iconographiques,
C'est vrai que certains des lettres, certains fonds d'archives sont très complets. Nous avons toutes les correspondances, nous avons évidemment les partitions, en plus des livres, en plus des publications, on a des objets très, très intimes. Et Henri-Louis de Lagrange, en tant que grand collectionneur malherien, il a aussi collectionné, nous avons des portraits de Malher, nous avons des sculptures, des bustes, et puis ses lunettes, une baguette de chef. Oui, on conserve également quelques petites reliques de ce genre. Il est vrai que dans l'iconographie, on voit souvent les lunettes. La photo des lunettes, ça c'est quand même très très courant. Mais il y a tellement d'autres choses. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand on rentre ici, on est tout de suite mis face à un buste de Malher qui est vraiment imposant, magnifique ce buste. Oui, c'est un buste qui a été sculpté par sa fille, Anna. Oui. Même si nous changeons le nom de la bibliothèque, nous avons changé le nom de la bibliothèque, Gustave Malher représente une des collections les plus complètes, les plus riches et aussi les plus précieuses que nous conservons. Et puisque la bibliothèque s'est appelée pendant 20 ans Gustave Malher, il n'était pas non plus question de le rayer de la carte, au contraire. Le changement de nom est significatif. Maintenant, c'est la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret. On parlait des 2 personnages qui ont vécu pour faire vivre et faire grandir cette bibliothèque. Henri-Louis de Lagrange, premier personnage. Oui. Et puis le deuxième, Maurice Fleuret. Maurice Fleuret qui était un grand homme de musique auprès du ministère, d'abord, ministère de la Culture, puisqu'il a été conseiller musical dès 1981, à l'initiative certainement de la Fête de la musique, un homme de festival, de création musicale plus que de recherche. Justement, Henri-Louis de Lagrange était le pendant musicologique de Maurice Fleuret, qui lui était l'homme de terrain et l'homme de la création. Et c'est vrai que leurs collections sont très différentes et se complètent en même temps. Dans le fond Maurice Fleuret, nous avons des partitions manuscrites, des échanges avec des grands compositeurs du XXe siècle, Apergis, Ligeti, Xenakis. C'est vrai qu'à eux deux, et plus les autres fonds d'archives, on couvre une période musicale vaste de fin 19e et puis tout le XXe siècle. Et c'est très riche. Et c'est également pour ça qu'Henri-Louis de Lagrange, à la fin de sa vie, a voulu se rapprocher de la Fondation Royaumont, qui avait déjà 2 bibliothèques en son sein, mais 2 bibliothèques qui ont un projet musical qui intéressait Henri-Louis de Lagrange, c'est-à-dire de décloisonner la recherche avec la pratique musicale, de faire des ponts et de le montrer au public également, mais de nourrir la pratique musicale. Et puis ces fonds-là sont très différents de ceux qui sont conservés ici à Paris. Avec les 3 bibliothèques, on a un éventail de documents sur toute la musique occidentale à partir du XVIe siècle, jusqu'au XXe, ici à la bibliothèque Lagrange-Fleuret. N'oublions pas de souligner que Henri-Louis de Lagrange et que Maurice Fleuret vivaient ici, que les plus grands interprètes du moment sont venus, qu'ils dînaient tous ensemble ici, qu'ils jouaient de la musique, qu'ils discutaient des questions du moment. Voilà, c'est un lieu de vie. C'était un lieu de vie en 1986. Les 2 premiers étages étaient réservés à la bibliothèque et à l'accueil du public, mais le reste de l'hôtel particulier étaient les appartements d'Henri-Louis de Lagrange et de Maurice Fleuret. Et Henri-Louis de Lagrange adorait recevoir, que ce soit des passionnés de Malher, des jeunes musicologues qu'il recevait dans son bureau, qui est maintenant le centre documentaire, mais il recevait également, en effet, tous les spécialistes malhériens, les chefs d'orchestre, qui dînaient là où nous nous tenons exactement, dans le salon des miroirs en ce moment. On évoquait au début la rénovation de cet hôtel particulier. C'est une rénovation qui a été menée par l'architecte Loïc Julienne, son atelier d'architecture Construire. Évoquons les lieux, nos auditeurs ne les voient pas. C'est vrai. Il y a de magnifiques couleurs, des jeux très intéressants de lumière. Puis surtout, ce qui me marque le plus, c'est un mariage très abouti entre le style contemporain et l'histoire du lieu. Et un lieu très lumineux aussi. Il y a un puits de lumière a été créé. Il est véritablement le cœur de l'immeuble désormais. Et c'est vrai que c'est une création de l'architecte Loïc Julienne qui s'est inspiré de la forêt malhérienne pour créer cette structure et le code couleur de cette structure qui est verte sapin.
Rentrons un peu dans l'immeuble. Et au rez-de-chaussée, on a une salle dédiée à la médiation, à la scénographie. Oui. Une salle qui sera ouverte au public. Toutes les salles sont ouvertes au public, Oui, mais celle-ci sera ouverte au grand public. Oui. Le passant de la rue de Vézelay peut entrer, voir de la lumière et accéder en effet à cette salle qui aura des feuilletoirs électroniques. Le passant aura accès à la bibliothèque dans cette salle. Il pourra découvrir les collections à travers des expositions numériques. Il pourra aussi avoir accès à l'histoire du lieu, au catalogue, et par ce biais-là, découvrir ce qu'on peut proposer dans la bibliothèque. C'est une salle qui n'est pas réservée aux passants. C'est une salle qui permettra aussi d'accueillir des classes pour des projets pédagogiques, des écoles, qui permettra aussi la pratique musicale. Un lecteur qui aurait besoin ou envie de déchiffrer une partition pourra également utiliser cet espace puisque nous avons un piano droit à demeure. Prenons l'escalier et au premier étage, 2 salons de musique. 2 salons de musique, 2 salons de réception. Oui. Le salon Marguerite Long qui était l'ancienne discothèque, qui maintenant accueille les partitions monumentales, mais aussi une table de travail de réunion. Prochainement peut-être nous aurons aussi un piano dans cette salle, qui est intime, qui donne sur la cour et qui correspond directement avec le grand salon de musique que nous avons nommé Gustave Mahler, qui peut accueillir 60 personnes, pose du grand piano d'Henri Louis de la Grange, un piano historique de 1907, qui est un Steinway, un très beau Steinway. Et donc ce lieu peut être un lieu de concert, mais aussi un lieu de conférence, de pratique musicale, d'audition, de masterclass. Le code couleur est très chaleureux, les banquettes sont d'un jaune très puissant, en velours, confortable, il y a un jeu de matière également. Je pense que c'est un lieu de concert et de conférence intime, mais aussi toujours très chaleureux. Oui, il y a vraiment beaucoup d'élégance dans ce salon. On monte et ensuite, donc on reprend l'escalier, on remonte et le salon des miroirs qui est absolument magnifique. Et en face de ce salon des miroirs, nous restons quand même dans une bibliothèque musicale et nous arrivons enfin au 2e étage à la salle de lecture. Ce lieu, c'est vraiment un lieu de recherche. C'est vrai qu'on l'a finalement peu dit, mais c'est d'abord un lieu de recherche. Mais c'est aussi un lieu d'ouverture. On a parlé de certaines salles ouvertes au grand public ou d'autres salles qui seront ouvertes au public pour des concerts, pour des événements. Et puis, je dirais un lieu d'ouverture à encore plus de monde, des entreprises qui souhaiteraient organiser des séminaires, des réunions privées, des événements privés. Absolument. Tous nos espaces de réception sont disponibles à la privatisation et à la location, que ce soit pour des entreprises qui ont envie d'organiser des réunions ou également des rencontres professionnelles dans un cadre original, dans un cadre culturel. On peut aussi leur apporter cette dimension culturelle en leur organisant des rencontres conférences. On peut organiser des concerts, toujours en lien avec nos fonds. Oui. Notre projet est de mettre en valeur nos collections par tous les moyens. Ça peut être par le biais privé, comme par le biais d'une saison musicale que nous allons mettre en place. C'est un projet vraiment qui est protéiforme et qui est là pour accueillir, sincèrement, le plus grand monde et relier la pratique musicale à nos fonds, mais également les recherches, le travail et des sessions de séminaires d'entreprise peuvent également s'inspirer de la recherche et de ce que nous faisons ici sur le plan culturel. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.